Bonjour à tous, en attendant que tout le monde arrive, petit rappel des bonnes pratiques donc des webinaires. Merci de bien couper votre micro pendant les interventions pour éviter les échos. Et puis, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Et donc, bienvenue à ce webinaire donc, sur le Ségur du numérique pour les pharmacies de ville, le mode opératoire éditeur. Voilà, je vous laisse commencer. Est-ce qu'on attend encore quelques minutes ou on y va, vous me dites? Quelle heure il est 14h05. 14h05, je propose qu'on commence. Bienvenue à tous. Je voudrais juste vous demander, en particulier pour les personnes qui représentent des éditeurs ou des institutions, de nous mettre dans le chat ou dans vos noms les sociétés ou les institutions que vous représentez, ou dans le chat, comme ça permet de suivre un petit peu qui est présent, et voilà, s'il vous plaît, ça nous facilitera grandement la vie. Merci beaucoup. Voilà, donc on va vous expliquer dans le cadre du processus Task Force Pharmacie et du Ségur. Donc, vous savez que les documents ont été prépubliés il y a quelques jours, il y a 2 semaines maintenant. Et donc, l'idée de ce webinaire était de vous présenter le processus de référencement et de financement euh, de l'ensemble voilà, que vont devoir accomplir les éditeurs sur l'ensemble des mois à venir. Voilà, donc on va commencer par une présentation. Alors, on va essayer de le faire de façon le plus chronologique possible. Donc, on va commencer par les représentants du Conseil de l'ordre des pharmaciens sur la partie du dossier pharmaceutique. Et ensuite, dans l'ordre, ce sera donc le pardon, excusez-moi, si on peut couper les micros, s'il vous plaît. On a... On peut... Est-ce que on peut couper? Alors, je ne sais pas si on peut identifier la personne. Merci. Et donc ensuite, dans l'ordre, donc le CNDA, l'ANS, enfin les représentants du CNDA, de l'ANS et de l'ASP qui se présenteront. Évidemment, chacun, voilà. Donc sans plus attendre, je vous propose qu'on commence. Et donc je vais donner la parole aux représentants donc, du Conseil de l'ordre. Eric ou Nathalie, je ne sais pas lequel des deux. Oui, bonjour Eric Cavillon, directeur des opérations à la direction des technologies en santé. Je pense qu'une grande partie des éditeurs présents me connaissent. Une question, vous m'entendez bien, hein, ça fonctionne? Oui, très bien, merci Eric. Juste un point avant de commencer, pardon. Pour les questions-réponses, si vous pouviez noter au fur et à mesure vos questions dans le chat, et on les reprendra à la fin des interventions pour pouvoir les noter au fur et à mesure, mais qu'on puisse dérouler les présentations, s'il vous plaît. Très bien. Merci. Xavier, est-ce que tu as intégré mes slides dans ta présentation? Oui, ou je les... oui, elles sont intégrées. Très bien, c'est parfait. Il y a juste à demander la slide suivante. On peut y aller. Voilà. Merci beaucoup. Bien, donc, et juste une question également. Sur les questions-réponses, on attend à la fin ou je réponds en live? Non, elles seront posées en fait dans le chat en priorité. D'accord, et en on y priorité répondra ensuite à la fin. Parfait, parfait, très bien. Alors, donc, je disais, le processus de validation est normalement globalement bien connu par nos amis éditeurs de logiciels, mais on va repréciser ici que la validation des logiciels et donc des exigences du DSR dans le cadre du Ségur va suivre le même chemin, la même méthode que celle qu'on réalise habituellement pour valider la compatibilité d'un logiciel. C'est comme ça qu'on appelle ça pour le CNOP, d'un logiciel à nos cahiers des charges. Donc, bon, validation, homologation, etc., c'est quasiment le même terme puisqu'on suit à peu près les mêmes processus que ce qui est fait habituellement et notamment par le CNDA pour les cahiers des charges Sésame Vital, par exemple. Donc, première chose préalable, c'est que vous disposez d'un certain nombre de documents qui vous permettent de vous indiquer comment intégrer les exigences du dossier pharmaceutique dans votre logiciel. Donc pour ça, on a ce qui s'appelle un cahier des charges éditeur, qu'on pourrait aussi appeler spécification d'intégration du DP, qui est publié. Donc vous avez également ce qu'on appelle un kit de développement, c'est-à-dire
qu'on vous fournit, ou plus exactement notre hébergeur Docapost vous fournit un certain nombre d'éléments vous permettant d'accéder à un environnement de validation. Donc un environnement qui est complètement iso-fonctionnel de la plateforme centrale d'UDP, mais qui permet de jouer un certain nombre de tests, de réaliser des scénarios de tests qui sont présentes dans un référentiel de validation. Donc pour cela, on vous fournit également un jeu de cartes vitales spécifique, spécifiquement réalisé pour nous, avec un certain nombre d'ayants droit, etc. Enfin, pour pouvoir jouer des données qui sont complètement différentes de celles d'autres logiciels. Et enfin, vous disposez de l'accès à une plateforme, à un outil qui s'appelle un outil de gestion de jeux de données, qui vous permet de réinitialiser quand vous le souhaitez, et sans avoir besoin de faire appel à nous ou à Docapost, de faire réaliser des réinitialisations des jeux de données présents dans les bases de tests et de validation. En sortie, on vous demande de... dans le processus, à la fin du processus de validation, on va vous fournir effectivement un PV de validation par mail, indiquant qu'on a validé l'ensemble des exigences de notre cahier des charges. Et puis, on va vous demander un plan de déploiement de la version validée. Donc, très classiquement, vous déployez sur 1, 2, 3, quelques officines en version pilote pour vérifier que tout fonctionne bien. De notre côté et du côté de Docapost, il y a une vérification effectivement qu'il n'y a pas de régression fonctionnelle et que les quelques évolutions qui ont été faites sont bien tracées, n'introduisent pas de soucis au niveau de la plateforme. Et même si on n'accède pas aux données de santé et aux dossiers pharmaceutiques proprement dit, on a des traces qui nous permettent de vérifier que les requêtes, les échanges se font bien et correctement. Voilà, donc on va passer au deuxième slide. Je crois que c'est le slide du processus de validation. Voilà. Donc, la première étape, ça va être évidemment de nous informer, nous, Knop, que vous allez réaliser la démarche de développement et de test de votre réalisation, en intégrant les exigences que vous avez intégrées. Alors, il y a forcément, d'un éditeur à un autre, d'un logiciel à un autre, un écart entre la version du DP que vous avez, puisque vous avez tous intégré le DP, et les exigences que vous allez intégrer. Je donne un exemple. Par exemple, vous pouvez très bien ne pas avoir intégré jusqu'à présent les exigences du DP rupture, alors que d'autres l'auraient fait. Et donc, il va y avoir des écarts plus importants dans les développements que vous allez réaliser. Dans le cadre de cette opération Ségur, on va vous demander on va formaliser cette prise de contact et le démarrage de vos travaux par un formulaire qu'on va créer, qu'on vous enverra, de manière à ce qu'on puisse, nous, derrière, formellement indiquer à la DNS et à l'ANS que les travaux ont débuté. Voilà, ça permet de formaliser un petit peu les choses. Ensuite, vous allez prendre le temps de développer et de réaliser les tests. Vous allez nous livrer un dossier de validation comprenant un certain nombre de formulaires remplis, des vidéos. Voilà. Donc, tout ça va être envoyé à Docapost qui va vérifier à partir des traces qu'il a en base de données et bien sûr sur la base du dossier que vous avez que tout est conforme. Il va y avoir éventuellement des échanges plus ou moins nombreux avec vous pour
qualifier certains points, revenir sur des fonctionnements qui ne sont pas corrects, etc. Et puis, une fois que tout est finalisé et que que DocaPost est satisfait, entre guillemets, du résultat, il nous envoie un avis, donc souvent favorable, avec quelques réserves éventuellement. Et c'est cet avis qu'on va répercuter dans un PV de validation, avec là aussi quelquefois des réserves. Alors quand il y a réserve bloquante, évidemment, c'est à nouveau un aller-retour, hein, ça veut dire que c'est pas validé, mais il peut y avoir des petites réserves mineures ou des acceptations de petits écarts, par exemple un écart ergonomique ou un écart fonctionnel qui est lié à la manière dont notre logiciel fonctionne habituellement. Et voilà. Et donc à ce moment-là, on va passer, on va indiquer ça sur le PV. Et ce PV lui-même va, là encore, dans le cadre du Ségur, être transmis à nos amis de la DNS et de l'ANS. Voilà pour cette étape-là. Je crois qu'il y a un dernier slide. Si on peut l'afficher, merci beaucoup. Donc là, bon, vous aurez les slides, je vous laisserai voir en détail le contenu complet, mais donc on a effectivement un jeu de processus à 3 acteurs, quelque part. Ce qui n'est pas indiqué là, c'est effectivement la DNS et l'ANS dans le cadre du Ségur, mais ça va vous être expliqué un peu plus tard, je pense. Où là, effectivement, on réexplique un petit peu sous d'autres termes comment ça fonctionne. En général, en termes de responsabilité et de délai, donc évidemment, vous avez votre délai pour développer, réaliser. Comme je vous l'ai dit, ça dépend un petit peu de l'écart fonctionnel que vous aurez à traiter. Et du temps passé en échange avec DocaPost sur les dysfonctionnements qui peuvent être constatés ou les choses qui ne vont pas dans ce que vous nous avez envoyé. Mais DocaPost s'engage à traiter et analyser le dossier sous une dizaine de jours ouvrés, qui peuvent aussi effectivement un petit peu aller au-delà s'il y a beaucoup d'échanges avec vous, mais bon, en règle générale, on respecte ces 10 jours ouvrés, et nous-mêmes derrière, après avis de DocaPost, on s'engage à valider, à analyser le dossier et à envoyer un PV de validation sous 5 jours, si tout va bien. Et derrière, évidemment, on fournit un numéro de validation. Ce numéro de validation est un numéro qui permet au logiciel de s'identifier auprès de la plateforme du serveur central. Ce numéro, il est, après validation, paramétré avec les habilitations qui vont bien sur le serveur central et permettre à la première et aux officines suivantes de se connecter de se connecter au serveur central avec les fonctionnalités dont il est question dans cette version du cahier des charges. Je vais passer la parole donc aux collègues du CNDA pour la suite. Merci Xavier. Donc, bonjour à tous. Donc, Florent Pastorelli, je suis le responsable du CNDA et je vais partager cette présentation avec Christophe côté ANS, puisque voilà, l'objectif, on a voulu résumer sur un slide, puisque bon, tout le process de référencement côté CNDA et côté éditeur, je pense que vous le connaissez déjà, donc on ne voulait pas vous refaire un descriptif complet de ce processus de référencement. Par contre, il nous semblait important de vous remettre en visibilité l'articulation qu'il y a aujourd'hui dans le cadre du Ségur entre ce que vous allez venir chercher, obtenir auprès du CNDA et ce à quoi ça va vous servir dans le processus de référencement Ségur avec l'ANS. Donc, si je reprends depuis, on va dire, la première étape, qui est l'étape de préparation de la candidature, donc là, au titre du DSR officine, vous allez avoir à apporter un certain nombre de preuves autour de différents process pour lesquels vous allez obtenir auprès du CNDA une homologation, une certification. Donc, ça va être sur les sujets comme l'INSI, sur la PCV, sur e-prescription et puis sur le DMP pour la partie.
on a un micro. Je continue. Et donc, pour le DMP, sur la partie alimentation. Donc, la première étape, et que vous pouvez faire sans attendre l'ouverture du référencement, c'est la partie signature des conditions particulières. Donc ça, c'est l'étape administrative avec le CNDA, sachant que cette étape-là, elle est spécifique à chacun des services pour lesquels vous allez postuler auprès du CNDA. Donc, conditions particulières sur l'INSI, conditions particulières sur la PCV, etc., etc. Donc, à chaque fois, cette première étape est à engager le plus tôt possible, puisque c'est celle-ci qui va vous permettre d'obtenir les documents nécessaires pour entrer dans la phase de développement. Donc, cette phase de développement, pour laquelle nous, côté CNDA, nous n'avons pas d'informations sur le délai que peut prendre pour vous cette phase de développement. C'est pour ça que c'est là ce qu'on a essayé aussi de vous mettre un peu en visibilité, c'est les délais que nous, on connaît et qu'on maîtrise de par expérience au CNDA sur les différents services qui sont cités et affichés ici à l'écran. Donc, à partir du moment où vous avez signé ces conditions particulières avec le CNDA, vous avez récupéré les cahiers de test. Donc là, vous rentrez dans cette phase de développement éditeur qui peut être plus ou moins longue. Et nous, en gros, on va avoir de la visibilité sur... on va considérer en fait un éditeur actif d'un point de vue CNDA une fois que vous allez pour la première fois nous déposer le résultat de vos tests qui tient compte des développements et donc des cahiers de tests que vous avez récupérés au sein du CNDA. Et à partir de là, on va rentrer dans cette phase d'instruction de la demande auprès du CNDA, donc phase qui peut durer un certain temps, donc, puisque c'est une phase au cours de laquelle on va être en échange. Donc dans un premier temps, on va analyser le résultat de ce que vous avez implémenté et donc des cahiers de tests que vous avez réalisés. Donc ça, c'est une phase, on va dire, statique. Cette phase peut, donc en fonction des téléservices, peut durer de 2 à 10 semaines sur le téléservice et prescription. Alors ça, c'est des délais moyens constatés. On est sur du temps elapse. Donc, c'est voilà, ce qu'on constate aujourd'hui avec l'expérience qu'on a, sachant que forcément, sur des sujets plus anciens comme l'INSI ou comme la partie APCV, on a un petit peu plus de recul pour vous afficher des délais moyens. Sur e-prescription, forcément, on a une fourchette qui peut aller de 7 à 10 semaines. Et donc, cette phase-là d'instruction de la demande d'agrément auprès du CNDA, c'est celle-ci qui va vous permettre d'obtenir à l'issue. Donc, il y a d'abord la phase statique, puis après la phase où on va à distance, donc prendre un rendez-vous avec vous et à distance aller vérifier le logiciel, donc avec un des testeurs du CNDA pour aller vérifier les différents cas de test que vous avez passés. Et donc, si cette deuxième partie est réussie, c'est à ce moment-là qu'on va vous délivrer, en fait, côté CNDA, l'agrément avec les informations qui vont vous permettre, donc ça sera une des preuves du dossier de votre demande de référencement côté ANS. Donc, en termes de délai, ce qu'il faut aussi noter, c'est que j'imagine, donc, en fonction des éditeurs, et ça, c'est pareil, nous, on s'est organisé autour de ce référencement Ségur. Là, on commence à avoir l'expérience de cette première vague pour mettre à disposition des moyens. Je vois clairement des questions se poser autour de ça, mais en tout cas, le CNDA s'est organisé et s'est renforcé autour de ce sujet Ségur pour être au rendez-vous. Après, il y a tout le sujet de la capacité également de votre côté à pouvoir paralléliser ces différents sujets, puisque en fonction de votre état d'avancement aujourd'hui, certains d'entre vous ont déjà implémenté tout ou partie des services qui vous sont présentés ici à l'écran. Donc après, forcément, en fonction de votre capacité à paralléliser les sujets, le délai pour obtenir l'agrément, et pour obtenir l'ensemble des preuves attendues côté Ségur peut être plus ou moins long. Voilà, donc tout ça s'articule forcément avec le process côté ANS qui est décrit juste en dessous. Et je laisse Christophe compléter. Et si besoin, je réagirai avec Christophe. Merci beaucoup, Florent. Donc, déjà, je me présente, Christophe Pichaumeger. Je suis responsable du référencement Ségur à l'Agence du numérique en santé. Et donc, comme vous l'a expliqué Florent, je vais enchaîner en vous présentant les étapes du processus de référencement Ségur. Est-ce qu'on peut rester un instant sur le slide précédent? Merci.
Donc, le processus de référencement de l'ANS est représenté donc, sur la frise du bas. Il est représenté avec cinq grandes étapes. La première étant le dépôt de la candidature. Et comme vous l'ont expliqué mes prédécesseurs, les différents processus peuvent se paralléliser. Il y a juste un point important, c'est que le dépôt de candidature administrative, la première partie du processus ANS, nous allons vérifier que vous avez engagé vos processus aussi avec le Conseil national de l'ordre et avec le CNDA, de manière à être certain que vous ne vous retrouviez pas ensuite bloqué à mi-chemin dans le chemin de fer du processus. Autre point qu'il est important de signaler, le processus de référencement du Ségur du numérique est dématérialisé. Donc, vous ferez vos candidatures et vos dépôts de preuves à travers un guichet qui vous demandera de télécharger de répondre à un certain nombre de questionnaires et de télécharger vos preuves sur ce site. Donc, je rentre plus précisément dans le détail des différentes étapes. Première étape, comme je le disais, donc, en blanc, puisque c'est une action côté éditeur. Le dépôt de la candidature administrative. Là, on va vous demander de vous identifier, d'identifier le responsable légal de l'entreprise, puisqu'il y a un certain nombre de documents à signer, d'identifier aussi la personne qui suivra le dossier, et un certain nombre de prérequis, comme je vous l'ai dit, les preuves de dépôt de l'homologation du CNOP, les preuves de dépôt de vos différentes étapes au CNDA. Ensuite, dans un délai maximum d'une semaine, nous faisons une instruction de ces premières informations administratives et nous revenons très rapidement vers vous si jamais il y a des manques ou il y a un besoin d'accompagnement. Et si tout est bon, nous vous ouvrons ce que l'on appelle l'espace de preuve, qui est en fait une deuxième étape dans l'outil de candidature. Et là, vous allez avoir de nouveau cet outil qui s'ouvre avec le descriptif du DSR, donc le dossier de spécification et de référencement en Ségur, sous la forme d'un questionnaire où en fait vous allez avoir à déposer pour chaque item, pour chaque exigence, une ou plusieurs preuves pour répondre au scénario démontrant que votre logiciel est conforme à nos attentes. Là, vous prenez le temps qui vous est nécessaire pour constituer votre dossier. Et une fois que vous avez constitué le dossier, donc ce dossier embarquant également la preuve que vous avez terminé les processus du CNDA et du CNOP. Une fois que vous avez obtenu donc toutes ces preuves, vous nous soumettez le dossier complet et c'est là que nous attaquons l'instruction de vérification de votre dossier de preuves. Là, on s'engage à le traiter dans un délai de 6 semaines, à condition qu'il n'y ait pas d'aller-retour. Si jamais il y a un moindre souci sur une preuve, on vous recontacte à travers l'outil. Tout est prévu pour que l'on ait nos échanges par écrit et tracés à travers l'outil de candidature. Et si votre dossier est conforme au DSR, vous obtenez la délivrance de votre référencement Ségur. Donc, je vais passer maintenant au slide suivant, sauf si tu veux ajouter quelque chose, Florent. Non, enfin, c'était plus sur le fait de nous donner, mais ça fait partie aussi, je ne sais pas si tu en reparles, mais du fait d'avoir le plus tôt possible de la visibilité sur le moment où vous allez candidater et le moment où vous comptez quelque part arriver au CNDA. Et ça fait un peu l'écho avec, effectivement, nous, on cherche le moyen d'être au rendez-vous, de répondre à vos attentes. On a aussi besoin d'organiser cette activité. Et donc, voilà, la plus grande transparence nous permettra d'être vraiment hyper réactif par rapport à vos demandes. Tu as tout à fait raison et ça a le mérite de le préciser.
la manière dont, je crois, dont l'appel à financement du DSF, enfin, du couloir officine a été prévu, vous avez à vous déclarer administrativement le plus tôt possible, très rapidement, pour que vos candidatures soient prises en compte. Et vous verrez, durant la phase administrative, nous vous poserons aussi un certain nombre de questions pour mieux connaître vos intentions en termes de dépôt de preuves, comme le disait Florent, pour être le plus à même de piloter les différents référencements et d'être certain que nous sommes suffisamment disponibles pour traiter vos demandes. À ce sujet, et vous le verrez aussi dans les documents de convention, les informations que vous fournissez à l'ANS sont partagées avec ses partenaires du CNDA et du CNOP, de manière à justement nous aider tous ensemble à piloter ce référencement et à traiter au mieux chacun de vos dossiers. Rapidement, j'ai prévu aussi un slide pour vous rappeler le corpus documentaire qui est à votre disposition, qui vous permet de préparer votre candidature. Vous avez bien entendu le site Genius, qui est la boussole de la doctrine du numérique en santé, qui contient un certain nombre de pas à pas sur tout ce qui est référencement Ségur. Vous avez sur le site e-santé toutes les informations et c'est là que sont publiées les versions officielles visées par les arrêtés des différents DSR et c'est là que vous retrouverez donc le DSR de l'officine avec ces trois grandes composantes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous avez grosso modo le document qui présente le dossier de spécification avec une introduction générale, avec le périmètre fonctionnel des logiciels qui sont visés par ce DSR, avec ce que l'on appelle la partie 4, qui est l'ensemble des modalités du processus de référencement que je vous ai présenté, et un certain nombre d'annexes qui pointent sur les référentiels que vous devrez respecter. Vous avez le fichier REM pour le référentiel des exigences métiers, qui est en fait un grand fichier Excel qui contient ligne par ligne les différentes exigences du DSR. Et enfin, l'appel à financement, l'AF, qui constitue le volet financier, le troisième volet des DSR. Vous avez également à votre disposition le site tech qui contient énormément de matériel, des vidéos, d'anciens webinaires qui présentent les différents processus, les outils. Et je vous invite vraiment à vous renseigner en avance de phase, comme ça vous permet d'avoir le moment venu un parcours le plus fluide possible dans votre candidature. Vous avez sur le site tech aussi une FAQ Ségur avec bientôt un couloir officine dédié à vos questions et aux réponses que l'on y apporte. Et puis, vous avez un corpus général qui est là, plus de la documentation qui est à destination de vos clients, mais que vous pouvez reprendre, qui présente les différentes démarches. Voilà, je ne m'appesantis pas plus là-dessus. Et là, je vous présentais simplement le processus général. Donc, vous retrouvez la frise qui était sur le slide que nous avons partagé avec Florent en haut. Et en bas, donc une fois que vous avez obtenu votre référencement, ce n'est pas la fin de votre parcours, mais plutôt le début, puisqu'une fois référencé, vous rentrez dans la deuxième étape, qui est l'étape de financement, et qui va vous être présentée plus en détail par nos partenaires de l'ASP. Bonjour à tous. Donc, Merlek Fécamp de l'Agence de services et de paiement. Donc, effectivement, une fois que vous êtes référencé auprès de l'ANS, vous allez pouvoir commencer le processus de financement à proprement parler, qui va vous permettre de débloquer les financements suite à vos demandes de financement. Donc, les étapes de financement sont au nombre de 5. Alors, on peut passer plutôt au slide suivant, si possible. Voilà.
Donc avec une première étape, une fois que vous avez reçu votre numéro de référencement de l'ANS, vous allez pouvoir procéder à votre enrôlement sur le portail Ségur numérique, qui est le portail sur lequel vous pourrez suivre vos demandes de financement. Donc cet enrôlement, on va le voir un peu après, vous permettra de vous créer un compte et de rentrer l'ensemble des informations vous concernant en tant que fournisseur. Une fois que vous êtes enrôlé sur ce portail, vous pourrez déposer des demandes de financement avec les bons de commande, les prestations que vous aurez vendues avec les bons de commande associés auprès des professionnels de santé. Et donc, vous pourrez faire une demande de financement et après instruction de votre dossier, un versement d'une avance de 30% pourra vous être versé. Après cette demande de financement, la troisième étape, c'est la réalisation effective de la prestation Ségur auprès des professionnels de santé et l'obtention de pièces justificatives de bonne installation des logiciels. Suite à cette installation, vous reviendrez sur le portail de l'ASP pour faire une demande de solde. Et une fois cette demande instruite, l'ASP vous versera les 70% restants sur le montant global de la prestation Ségur. Et il y a une dernière étape qui seront des contrôles a posteriori, mais cette étape est encore en cours de discussion, donc nous n'en parlerons pas aujourd'hui. Voilà, sur chacune des étapes, je vais vous donner un peu ce qu'il y a en entrée et ce que vous obtiendrez en sortie. Donc sur l'enrôlement sur le portail, les prérequis, c'est de pouvoir de s'être d'abord référencé auprès de l'ANS et donc d'avoir obtenu ce fameux numéro de référencement. Et sur le portail Ségur, vous pourrez vous inscrire avec un formulaire en ligne contenant plusieurs informations, dont le numéro de référencement. Et vous devrez également fournir un certain nombre de pièces justificatives. Donc d'abord votre attestation de référencement délivrée par l'ANS, votre RIB, et ensuite toute une série de pièces d'identité. Alors, il y a plusieurs cas. Soit le dépositaire est le représentant légal de l'entreprise. Dans ce cas-là, c'est la pièce d'identité du représentant légal. Soit le dépositaire n'est pas le représentant légal de l'entreprise. Et dans ce cas-là, on doit déposer à la fois les pièces d'identité du représentant légal et un mandat signé par le représentant légal et la pièce d'identité du dépositaire, donc qui est différent du représentant légal. Et enfin, si c'est le dépositaire est vraiment un cabinet comptable ou en tout cas une tierce personne, on doit déposer la copie de la pièce d'identité du représentant légal et le contrat de prestation lié au cabinet comptable. En sortie de cette phase d'enrôlement qui est assez rapide, vous aurez la confirmation d'abord de votre enrôlement via un mail, et ensuite vous pourrez accéder à votre compte ASP avec un identifiant et un mot de passe pour effectuer vos demandes de financement et les suivre sur votre portail. À noter également que sur l'enrôlement, donc vous êtes référencé au titre d'un numéro ANS, et donc un numéro ANS correspond à un logiciel. Donc c'est-à-dire que si vous êtes fournisseur de plusieurs logiciels sur plusieurs couloirs, par exemple, vous aurez un numéro de référencement à chaque fois et donc un enrôlement différent pour chaque logiciel qui sera inclus dans la prestation Ségur. Si on passe à l'étape suivante, donc c'est la demande de financement. Une fois que vous aurez signé vos bons de commande avec l'ensemble de vos clients, vous pourrez venir sur le site de l'ASP et déposer des demandes de financement pour un versement équivalent à 30% du montant global. Alors, les modalités de cette demande de financement se fera via un fichier structuré au format apposé. Donc, c'est un fichier au format JSON qui pourra contenir une à n demandes de financement. Donc, le choix de ce fichier a été fait pour vous permettre de déposer en masse des demandes de financement et éviter de remplir, si vous avez plusieurs dizaines de clients, éviter de remplir un formulaire pour chaque client. Ici, là, vous pourrez déposer un fichier avec, par exemple, les 10 ou les 50 demandes de financement pour l'ensemble de vos clients. À ce fichier devront être associées des pièces jointes, notamment les bons de commande
et quelques autres pièces jointes qui pourraient être nécessaires et qui vous seront décrites dans la documentation adéquate. Et en sortie de une fois que vous aurez déposé vos demandes de financement, il y aura une instruction du côté de l'ASP par les gestionnaires et soit la demande est rejetée, soit elle est validée. Si elle est validée, vous aurez une notification avec la transmission d'une décision d'attribution stipulant les bénéficiaires et le montant de l'avance qui vous sera donnée, et vous aurez effectivement le versement de l'avance de 30%. Suite à cette demande de financement. Donc, vous réaliserez la prestation, et une fois les prestations réalisées, vous reviendrez sur le portail de l'ASP pour déposer vos demandes de solde cette fois-ci. Et ici, on procédera de la même façon, avec en entrée un fichier structuré de type JSON contenant les 1 à n demandes de financement et les pièces jointes associées, donc notamment la facture, et les justificatifs de bonne installation du logiciel chez le professionnel de santé. Ces fichiers JSON de solde devront être, pour lier les demandes de financement et les demandes de solde, il vous sera communiqué un numéro de dossier ASP qu'il faudra bien conserver et qu'il faudra re-renseigner dans les fichiers de solde. Et donc, en sortie de cette étape, il y aura la notification du bon dépôt de votre fichier JSON et de l'acceptation de votre demande de solde, et le versement des 70% restants sur la prestation Ségur. On voulait revenir un peu plus précisément, sans s'appesantir, et il y a quelques slides qu'on va pouvoir passer assez rapidement, je pense, sur la première étape qui était le processus d'enrôlement, donc là qui se découpe aussi en 5 étapes, avec une connexion au portail, le dépôt de la demande, l'instruction par les services de l'ASP, la validation du compte et la réception de vos identifiants de connexion, et ensuite la connexion à l'espace de dépôt des demandes d'avance. Donc si on va sur la première étape, et c'est simplement quelques captures d'écran pour que vous puissiez bien vous rendre compte de la façon dont ça va se passer. Donc là, vous avez à l'image la représentation du portail Ségur numérique tel qu'il est à l'heure actuelle, et vous pourrez, alors si vous avez déjà un compte auprès de l'ASP au titre du Ségur numérique, vous pourrez vous connecter. Comme là, ce ne sera pas le cas, vous pourrez cliquer sur le bouton « Effectuer ma demande d'enrôlement », qui vous amènera sur l'écran suivant, où la première étape, ce sera d'abord de rentrer votre numéro de référencement ANS. De ce numéro de référencement ANS, on peut passer à la suite. Vous sera déduit un certain nombre d'éléments que vous avez renseignés lors du référencement, donc le nom du logiciel, la version, le DSR concerné, et il vous sera demandé donc de joindre le certificat de référencement de l'ANS. Ensuite, on passe à la deuxième étape de l'enrôlement, où vous devrez renseigner le numéro de SIRET. Alors là, le numéro de SIRET, c'est le SIRET du dépositaire. Ça peut soit être l'éditeur, si vous êtes l'éditeur du logiciel, soit si vous passez via un distributeur, ça sera le SIRET du distributeur. En fonction du SIRET, il y a différents éléments qui vous seront demandés, notamment si c'est le SIRET d'un distributeur, on demandera un mandat de distribution à renseigner. Donc ici, vous renseignez votre numéro de SIRET et vous recherchez, et on a directement les informations, on peut passer à la slide suivante, pardon. On aura directement les informations concernant le numéro de SIRET qui s'afficheront, avec la dénomination sociale associée au SIRET et l'adresse, les choses comme ça. Si lorsque vous enrôlez, la dénomination sociale n'est pas la bonne, et que vous devez donner une nouvelle dénomination sociale, il faudra ajouter un cabis en pièce jointe. Et ensuite, dans l'étape sur le demandeur, vous allez devoir indiquer si vous êtes le représentant légal ou non. Et ensuite, si on passe à la slide suivante, en fonction de si vous êtes le représentant légal ou non, vous aurez 2 cas. Donc, si vous êtes le représentant légal, vous renseignez le nom, le prénom, l'email, le téléphone et la pièce d'identité du représentant légal. Et si ce n'est pas le cas, si vous êtes un tiers déclarant,
On peut passer à la slide suivante aussi. Ah, il manque un affichage. Je pense que si on repasse en arrière, ça devrait s'afficher quand même. Non, il y a vraiment un manque. Je crois qu'il y a un manque. Ok, bon, bah, tant pis. Je vais le dire à l'oral. Si vous n'êtes pas représentant légal, vous devrez fournir donc les informations sur le représentant légal telles que dans le premier cas, plus les informations sur le dépositaire, nom, prénom, email, téléphone, pièce d'identité et la qualité du tiers déclarant. Donc, c'est-à-dire, est-ce que vous êtes, par exemple, un, un membre, vous faites partie du personnel de l'entité du représentant légal, ou est-ce que vous êtes un cabinet comptable, par exemple, avec le mandat associé. Donc là, on voit les exemples. Par exemple, là, je suis le représentant légal. On a les différentes informations, plus le passeport à mettre. On peut passer à la suite. Et là, si ce n'est pas le cas, on a d'abord les informations sur le représentant comme tout à l'heure. Et on passe à la suite. Et on a également les informations sur le dépositaire. La troisième grande étape, ce sont sur les coordonnées bancaires. Donc là, vous rentrez tout simplement vos coordonnées bancaires avec la domiciliation qui sera automatiquement renseignée et vous devrez ajouter votre IBAN. Et enfin, vous aurez la confirmation avec l'ensemble du récapitulatif de la demande, l'ensemble des champs que vous aurez renseignés au préalable. Donc là, on peut passer rapidement sur les 5 étapes parce que ce sont les mêmes informations que celles que vous avez eues. Donc, vous acceptez les CGU et les mentions légales, et vous recevrez ensuite, si on passe à la slide suivante, vous recevrez ensuite un accusé de réception de votre demande, un mail de validation de la demande d'enrôlement, et la réception de vos identifiants en 2 mails, un mail avec votre login et un mail avec votre mot de passe. Donc, suite à cette réception d'identifiants, vous aurez complété l'étape d'enrôlement. Et c'est à ce moment-là que vous pourrez déposer des demandes de financement sur votre portail, sur le portail du Ségur numérique, sur votre compte, à partir de votre compte. Et donc pour ce faire, l'ASP va vous mettre à disposition des fichiers JSON. Donc un fichier JSON, c'est un fichier avec un format de données particulier. Il y a quelques exemples juste après, mais c'est un fichier où on a des clés et des valeurs. Donc, on va vous fournir un format JSON où il y aura les clés, les balises, et il faudra renseigner les valeurs demandées, ce qui permettra de déposer une demande de financement. Donc, il y aura un modèle de fichier JSON pour la pharmacie. Chaque fichier JSON peut contenir plusieurs demandes, jusqu'à 200 demandes maximum. Il y a une contrainte sur les pièces jointes. Les pièces jointes doivent peser 3 mégas maximum chacune, toutes regroupées dans un fichier zip. Il peut y avoir plusieurs fichiers zip au besoin. Donc chaque fichier JSON doit contenir des demandes du même couloir, du même type de logiciel. Donc là, pour la pharmacie, il n'y a qu'un logiciel pour un couloir, donc c'est assez simple. Et lors du dépôt, l'éditeur, donc depuis le portail de l'ASP, doit renseigner le type de demande, avance ou solde. Donc dans un premier temps, ce sera l'avance, et le numéro ONS concerné par le dépôt. Et ensuite, il dépose le fichier JSON avec les N pièces justificatives associées. Donc là, très rapidement, je vous ai représenté le processus de dépôt d'une demande d'avance. Donc, sur le site de l'ASP sera mis à disposition le fichier JSON pharmacie concerné. Vous pourrez vous en saisir, remplir ce fichier JSON avec les informations de vos demandes d'avance, le déposer sur le portail, et il y aura 2 séries de contrôles. Une première série de contrôles sur le format, comme c'est un fichier structuré, une première série de contrôles sur le format du fichier, et si ce fichier ne respecte pas le bon format, il sera rejeté automatiquement, et vous aurez une notification vous disant que le format n'est pas le bon. Donc, ce sera dans la globalité. Et ensuite, une série de contrôles sur chacune des demandes. Donc, je rappelle, vous avez un fichier avec jusqu'à 200 demandes à l'intérieur. Et il y aura une série de contrôles sur chacune des demandes. Et chacune des demandes, et le fichier JSON vous sera restitué avec, pour chacune des demandes,
un code et un libellé. Si la demande est acceptée, ce sera notifié comme tel, et si elle n'est pas acceptée suite au contrôle technique, alors ça peut être des erreurs de format de date, par exemple, des erreurs de format de finesse ou de RPPS ou des choses comme ça. Et donc, si la demande est refusée à ce niveau-là, vous aurez un libellé d'erreur vous disant oui, cette demande ne respecte pas le bon format, donc il faudra resoumettre la demande à ce moment-là. Donc ça, c'était une première étape de contrôle technique. Et une fois que la demande est acceptée techniquement, elle est instruite par les gestionnaires de l'ASP. Donc on passe dans le petit bloc vert à droite. Elle est intégrée en base de notre côté et elle est instruite par l'ASP. Et là, il peut y avoir, elle peut être acceptée ou il peut y avoir des échanges avec vous s'il manque des pièces, si le bon de commande il manque des pièces ou le bon de commande n'est pas tout à fait valide, ou voilà, des choses comme ça. Et si elle est acceptée, vous recevez une notification d'acceptation de la demande et on procède au paiement de l'avance avec, vous recevrez un avis de paiement et donc la décision d'attribution de la demande. Et donc là, à la suite du paiement, on arrive à la fin du process, vous aurez bien effectué la demande d'avance pour les dossiers concernés. C'est ce que je disais à l'issue de la soumission du JSON. Donc il y a des contrôles automatiques qui aboutissent avec 3 possibilités. Soit il est rejeté dans son ensemble et vous devez resoumettre un nouveau fichier JSON. Soit certaines demandes sont acceptées et dans ce cas-là, elles vous sont envoyées avec un numéro de dossier ASP, mais celles qui sont rejetées devront être resoumises. Et voilà, et c'est les 3 cas. Il y en a qui sont acceptés ou il y en a qui sont non conformes. Alors, pour pouvoir construire ces fichiers JSON, donc vous aurez plusieurs ressources à votre disposition, et pour la demande d'avance. Donc, vous aurez d'abord un guide pratique de mise en œuvre du système ouvert et non sélectif, donc décrivant les modalités de participation au système ouvert et non sélectif. Vous aurez un deuxième type de document qu'on va mettre à votre disposition, qui sont une documentation technique de remplissage des fichiers JSON. Donc, c'est un document qui sera assez exhaustif et qui permettra de décrire chacun des champs à remplir sur le JSON, à savoir s'ils sont obligatoires ou non, et le format de ces champs. Donc, c'est vraiment ce deuxième document, qui vous permettra de construire les fichiers JSON et d'anticiper de votre côté l'automatisation du remplissage de ces fichiers JSON. Et le troisième type de document qui vous sera fourni, ce sont des fichiers JSON vierges, à partir desquels vous pourrez partir, où il y aura l'ensemble des balises, et qui vous serviront de base pour déposer vos demandes de financement. Je voulais juste faire un petit zoom sur la structure globale d'un fichier JSON pour qu'on soit bien, pour qu'on puisse le partager ensemble. Donc, un fichier JSON, ce que je disais, il peut contenir jusqu'à 200 demandes. Donc, globalement, c'est un en-tête de fichier avec ensuite une à n demandes. Et sur chaque demande, on va avoir 6 rubriques. D'abord, des informations globales sur la demande. Sont des champs plutôt administratifs. Des informations sur la commande. Là, ça va être le montant de la commande, ça va être le montant de la commande, si c'est le régime hors taxe ou toute taxe comprise. Des informations sur les bénéficiaires, donc ça va être les coordonnées des bénéficiaires, notamment, de la demande. Des informations sur les pièces justificatives, donc qui vous seront associées, le nom, le type de pièce justificative associée. Des informations sur les scénarios d'installation, donc ça reste à confirmer. Et enfin, des informations sur le traitement de la demande, donc ça c'est un champ qui ne vous sera pas demandé de remplir. Il y aura quand même les balises dans le fichier JSON, mais quand il vous sera retourné, cette partie sera remplie par nos soins, vous disant justement si la demande a été acceptée ou non. Voilà. Donc, je voulais, pour rendre ça un peu plus concret, je voulais présenter un cas qu'on a fait, qu'on a déjà mis en œuvre donc, dans le cadre du couloir biologie. Alors, le cas d'usage n'est pas exactement le même, nécessairement, parce que ce ne sont pas les mêmes acteurs, mais c'est simplement pour vous montrer la démarche. Donc ici, là, on avait un fournisseur qui vend une prestation Ségur pour certains utilisateurs.
tous ces utilisateurs sont représentés par un mandataire dans ce cas-ci. Donc, mandataire des structures juridiques, des structures juridiques avec certains finesses. Alors là, c'est juridique, et sur ces finesses juridiques, il y a des finesses géographiques. Et donc, par application des textes réglementaires, le montant de la prestation s'élève à 27 450 € hors taxe. Donc ici, on a 3 structures géographiques, au final, via 2 structures juridiques, mais 3 structures géographiques qui vont pouvoir bénéficier de la prestation Ségur. Si on passe à la slide suivante, on voit ici j'ai mis seulement quelques blocs globaux, mais je ne veux vraiment pas rentrer dans le détail. C'est simplement pour vous montrer ce qu'il y a dans la documentation technique. Donc, par exemple, en bas à droite, d'abord, on est dans le bloc information globale sur la demande. Donc, ça concerne 3 balises. Et vous voyez en bas à droite une capture d'écran du fichier JSON, qui est donc on voit les balises en bleu et les valeurs en orange ou en bleu foncé. Donc ici, on a 3 balises, une balise sur l'ID, une balise sur le numéro ANS et une balise sur le SIRET. Donc dans le fichier vierge qui vous sera présenté, vous aurez bien ces 3 balises. À votre charge de remplir ces balises avec les bonnes valeurs. Et donc dans la documentation technique, vous aurez des tableaux, comme vous voyez à gauche, vous précisant donc les balises, la description de la balise et le format attendu ou non. Donc par exemple, dans le cas des 3 premières balises, on a un ID, il y a une seule, de votre côté, ça sera rempli de notre côté, donc vous devez mettre la valeur nulle, donc c'est ce qui est présenté dans le tableau, format nul, et c'est une mention obligatoire, donc obligatoirement vous écrirez nul. Et sur le numéro ANS, donc il y a une description de ce numéro ANS, et ce champ est obligatoire, et il devra être de format varchar égale 10, donc grosso modo, ça doit être un chiffre, un numéro à 10 chiffres. Pareil pour le SIRET, où il est obligatoire, et c'est un numéro à 14 chiffres. Donc voilà, le principe des fichiers JSON sera le suivant. Vous aurez un certain nombre de balises à remplir avec des valeurs, et toutes ces valeurs, et ce à quoi elles correspondent, seront décrites dans la documentation technique avec les tableaux, comme vous le voyez à gauche. Je vais pas passer sur l'ensemble des champs parce qu'ils ne sont pas tout à fait arrêtés pour la pharmacie d'une part, et ensuite vous aurez la documentation technique à votre disposition. Mais voilà, là on a d'autres informations qui sont décrites de la même façon avec différents numéros. Voilà. Et vous retrouverez certaines parties de ces champs dans le document du webinaire, mais je ne vais pas m'apesantir dessus ici. Voilà de notre côté. Donc, les informations donc, sont à peu près les mêmes. Donc, vers la mi-janvier, donc publication de l'arrêté définitif et les documents. Donc, on va les mettre dans les circuits de signature tout début janvier. Ensuite, l'ouverture du guichet de référencement vers début février, donc pour pouvoir commencer à ouvrir vos démarches administratives, le temps que côté ANS, les dispositifs soient en place d'un point de vue technique pour pouvoir faire ça. Donc, on s'est prévu quelques semaines de battement. Voilà, si on peut techniquement, en fonction de tout le travail à réaliser, si ça peut être fait plus tôt, on ouvrira plus tôt, mais voilà, en tout cas, donc vous aurez jusqu'au 31 mars pour ouvrir votre dossier de candidature et déposer votre dossier de candidature initié auprès de l'ANS, votre démarche. On vous encourage néanmoins vivement à initier dès maintenant vos démarches, au plus tôt en tout cas vers le CNDA et vers le CNOP sur les labellisations à obtenir, les certifications à obtenir en préalable. Voilà, sachant que pour le 31 mars, c'est l'ouverture des dossiers qui compte et pas évidemment l'aboutissement, pas nécessairement l'aboutissement du dossier, mais au moins les ouvertures auprès des différents interlocuteurs. Le guichet de financement ouvrira, lui, vers le mois d'avril. De la même façon, parce qu'il y a un petit peu de travail technique pour préparer les différents fichiers et portails pour pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions. Donc ça, ce serait une ouverture prévue courant avril. Et les dates de limite de dépôt de preuves se feront pour la mi-octobre. Et date limite de réception des bons de commande pour la mi-décembre. Voilà.
Et donc, en parallèle de ça, ça nous permettra d'initier à la fin du premier trimestre 2022 le démarrage des travaux sur la vague 2 auprès des pharmaciens. Sur le deuxième trimestre 2022, le démarrage donc fin deuxième trimestre, début troisième trimestre, démarrage des travaux de la vague 2 avec les éditeurs pour réfléchir sur les suites à donner, et courant octobre, la prépublication des documents et se retrouver dans une situation à peu près analogue à celle d'aujourd'hui, c'est-à-dire début janvier, début 2023, la publication de l'arrêté de la vague 2 pour pouvoir initier les travaux pour la suite. Voilà. Et étant entendu qu'il faut qu'on ait clôturé la partie sur la vague 1 de réception des bons de commande préalables pour pouvoir ouvrir l'arrêté de la vague 2 de façon précise. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a ce chevauchement, et comme on a essayé de décaler au plus tard possible les réceptions de la première vague, on essaye de chevaucher au maximum, mais c'est ce point de partage qui fait le sujet. Voilà à peu près les grands jalons en fait de l'année qui va nous occuper. Voilà, oui. Tu vas faire c'est Damien. Tu n'as juste pas évoqué la seule date qui avait bougé. Je ne sais pas si c'était la toute dernière. Donc la fermeture du guichet de financement. À la base, dans l'AF, dans le document qui est prépublié, on avait mentionné mi-février. Après discussion en interne, on a repoussé à fin mars pour laisser pour les éditeurs qui avaient vraiment à la toute fin du référencement, qui obtiendraient le référencement mi-décembre, leur laisser 3 mois pour déployer leur logiciel correctement dans les offices. Voici donc ce qu'on voulait vous présenter. Je ne sais pas, est-ce que Damien, est-ce qu'on peut présenter juste très rapidement peut-être les changements les plus importants qui ont eu lieu sur les spécifications? Donc les modifs qui ont été apportés, je vais juste prendre le récap. Donc c'est la réécriture de certaines exigences. Donc merci aux éditeurs qui ont vu le problème de formalisme sur certaines exigences conditionnelles où il manquait la formulation si alors. C'était vraiment une question de formulation. On en a parlé juste avant, donc la suppression du moyen d'authentification CPX pour l'alimentation du DMP. L'alimentation indirecte par certificat serveur logiciel est suffisant. Quelques modifications sur l'annuaire santé, notamment c'est surtout ces exigences-là qui ont bougé. Je vais juste rentrer dans le détail, faire un focus là-dessus. Je ne sais pas si vous voyez ou si je zoome, vous me dites, peut-être zoomer un peu. Donc c'est pareil, il y avait des exigences conditionnelles, on a précisé du fait de la reformulation comme c'est des exigences conditionnelles, le si alors. Et puis des exigences qui étaient initialement conditionnelles qui passent en profil général et qui concernent la création et la mise à jour des données de l'annuaire santé. Voilà, donc il y aura quelques modifications et puis quelques blocs fonctions dans leur libellé qui ont changé, mais ça ne change pas en tout cas l'énoncé de l'exigence. Voilà, donc on est vraiment sur des modifications à la marge qui n'impactent pas les développements. Voilà. Et donc, une question, effectivement, pour le 31 mars, cela signifie qu'au-delà du 31 mars, il sera plus possible de déposer les dossiers de clôture pour demander le solde. Donc ce sera comment dire, perdu, c'est-à-dire qu'il faut que l'ensemble des dossiers, des validations d'aptitude, vérifications d'aptitude signées par le pharmacien soient déposés sur le site de l'ASP avant le 31 mars. Au-delà de cette date, les demandes de solde ne seront plus prises en compte. Voilà, c'était un petit peu l'ensemble du dispositif qu'on souhaitait vous présenter. Il ne nous reste plus qu'à vous remercier pour votre écoute attentive. Souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année et bon courage pour tous les développements à faire et tout le reste. On va aussi avoir tout un travail de communication vis-à-vis des pharmaciens aussi. Voilà, on va mettre en place un comité avec les représentants métiers, la FEMA, les associations d'étudiants pour pouvoir faire de la communication auprès des pharmaciens pour aussi leur expliquer tout le déploiement du dispositif et
et vous aider aussi dans les commandes et permettre de faire en sorte que les pharmaciens se mobilisent pour faire les commandes et qu'ils comprennent bien les enjeux et de tout ce travail. Notre objectif, c'est qu'on ait 100% des officines qui soient équipées à l'issue, ou en tout cas de s'approcher au maximum de ces 100%, de façon à ce que l'ensemble du dispositif soit vraiment déployé le plus largement possible, bien sûr. Écoutez, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée et de bonnes fêtes auprès de vos proches.